C'est la seule faute qu'on a fait ensemble avec Tepic, le cheval. Et ben, au lieu de finir médaille d'or, on a fini sixième. Et c'est vrai que ça a été sur le moment très dur à digérer. Et ça m'a poursuivi jusqu'à faire des cauchemars pendant 20 ans. Salut, je suis Mathieu et je te souhaite la bienvenue. À nos actes manqués est le moment où l'on prend du recul. Le parcours sans faute existe-t-il vraiment ? Il est des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles. Sur ce podcast, je reçois des invités qui ont, comme tous, dû faire face, prendre des décisions et des orientations. Certaines d'entre elles n'ont pas été bénéfiques à court terme, mais toutes les ont aidées à se construire, à grandir et à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Le cavalier Steve Gerda est un ambassadeur certain pour les sports équestres. D'un amour invétéré pour les chevaux, il construit sa vie autour d'eux avec la performance en ligne de mire. L'équitation, ce sport que tu composes à deux, pourrait aussi être la définition d'humilité. À 30 ans, le Suisse est entré dans la légende olympique à Londres en 2012 avec son complice Nino Desbuissonnet. Depuis, il s'offre 3 victoires en finale Coupe du Monde, glane le bronze aux mondiaux de Tryon en 2018 et enfin, ce qui lui manquait, il monte sur le toit de l'Europe le 3 septembre 2023. L'expérience, diront certains, l'osmose avanceront d'autres. Tout juste 20 ans après cette fameuse journée sombre qu'il nous conte, le Centaure a appris et a finalement gagné. Bonjour Steve Gerda, merci de m'accorder un peu de temps. Bonjour. Pour commencer, replongeons-nous en enfance, au plus tard lors de tes années lycée, et parle-nous de ton lifeline de l'époque, autant pro que perso. Ça a toujours un peu été lié pour moi, étant donné que dans mon sport, c'est un peu un mode de vie aussi, puisque le fait comme je suis cavalier, donc je fais un sport avec les chevaux, et donc c'est quelque chose qui a une partie sportive évidemment, mais aussi une partie qui prend un peu toute sa vie autour, donc voilà, c'était toujours un peu lié, et j'ai donc toujours voulu passer ma vie personnelle, on va dire, avec les chevaux. Et j'ai la chance de pouvoir mélanger cette vie avec des objectifs sportifs que j'ai toujours eu déjà depuis mon jeune âge. Tu as mis le pied à l'étrier à 9 ans, dans les écuries Boucard, avec qui tu as gardé des liens. Est-ce que quand tu as mis le pied à l'étrier, tu t'es tout de suite dit je serai champion olympique un jour ? J'ai commencé avant ça déjà vraiment tout gamin, à 2-3 ans, mes parents me mettaient, apprenaient, c'est là que je voulais être, que j'étais le plus heureux, ils m'ont toujours dit. Et à 9 ans, on va dire, j'ai commencé avec les compétitions. Et c'est vrai que assez tôt, j'ai eu des objectifs et que avant d'avoir même ma licence de saut, donc vers l'âge de 11 ans, je rêvais déjà de grandes compétitions et de médailles. J'ai un père qui a participé aux Jeux de reprise. Et donc de voir l'engouement et tout que ça avait créé autour dans le village et autour de chez nous, c'est vrai que ça m'avait déjà fait rêver et donné envie de moi aussi un jour faire partie de ça. Le life plan que tu t'étais fixé, est-ce que les choses se sont passées comme prévu dans les années suivantes ? Est-ce que tu peux revenir sur 3 étapes qui ont marqué ou rythmé ce début de vie d'adulte ? C'est assez compliqué de répondre précisément. On va dire que passer comme prévu, rien se passe jamais comme prévu. Avec le recul, peut-être je me dis que voilà, ça s'est passé peut-être encore mieux que ce que j'avais prévu, puisque c'est pas forcément parce que ça se passe pas comme on l'avait prévu que c'est pas peut-être encore mieux que si tout s'était déroulé comme on l'avait planifié. Je suis en tout cas arrivé, pas encore définitivement, mais proche de là où j'avais toujours envie d'être déjà jeune. Donc on va dire que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres, de nombreuses rencontres qui m'ont aidé sur la route. Il y en a une en particulier ? Non, parce que justement c'est difficile. Il y en a qui m'ont apporté plus que d'autres, il y en a qui ont été plus positifs que d'autres, mais en fait elles m'ont tous amené quelque chose. C'est pour ça que c'est compliqué de dire quelle a été la plus importante. J'ai envie de dire la rencontre, pour moi les rencontres qui m'ont le plus marqué, c'est les rencontres avec mes chevaux dans mon cas. Mais par exemple à 19 ans, quand je suis parti en Hollande pour travailler pour une grande écurie internationale, même si j'en ai pas que des bons souvenirs, ça m'a énormément fait évoluer, ça m'a permis de passer un cap supplémentaire, et c'est pour ça que en fait chaque étape que j'ai passée, j'ai l'impression qu'elle m'a amené quelque chose, même si sur le moment précis j'avais l'impression que c'était peut-être quelque chose de pas forcément bien, qui m'avait fait perdre du temps ou qui m'a donné une mauvaise expérience. Je me rends compte quelques années plus tard qu'en fait ça m'a fait plutôt du bien, et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué de m'arrêter sur 2 ou 3 points qui ont marqué plus que d'autres.
Ce sentiment de perte de temps, c'est lié à une fougue du début de vie d'adulte un peu? Oui, tout à fait. J'avais l'impression de pas avancer. Quand on voit les compétitions à la télé, on voit des noms qui gagnent tout le temps et on se sent des années-lumière de ça. Et j'ai quand même toujours eu les pieds sur terre, donc je savais bien que c'était pas du jour au lendemain que ça arriverait. Et donc je me disais, mais je suis encore tellement loin de ça et je suis là, j'avance pas. Donc ouais, je pense que c'est vraiment lié à cette fougue parce que de nouveau, quelques années plus tard, je me rends compte qu'en fait, ça s'est déroulé assez rapidement quand même. Les choses sont allées assez vite et j'ai eu du succès déjà assez jeune. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avais vraiment l'impression de prendre un retard énorme. J'imagine. On va faire un premier temps de respiration sur ce podcast. On va profiter de ce moment pour faire un mea culpa que tu n'aurais pas encore fait. Lequel serait-il? Oh, je m'en parle ma mauvaise humeur et puis saute d'humeur quand les choses se passent pas comme je l'aimerais. De nouveau, quelque part, j'ai l'impression que quelque part, c'est ça qui me fait avancer aussi. Mais je dirais sûrement par rapport à mes tout proches qui en ont certainement souffert à certains moments de ma carrière où c'est vrai que quand quand ma performance n'avait pas été bonne, j'ai pu être très désagréable à leur égard. Tu leur as dit après? Je leur ai dit après, oui, ça, je me suis toujours excusé. J'ai toujours pensé que on faisait tous des erreurs, mais que la seule chose qui comptait une fois que on avait fait une erreur, sans attendre qu'elle soit acceptée ou pas, mais c'était le fait de présenter ses excuses. On va rentrer dans le vif du sujet à présent. Lors de la préparation de cet enregistrement, je t'ai demandé de réfléchir à l'acte manqué sur lequel tu souhaites revenir. Avant d'en parler, peux-tu nous plonger dans le contexte de cet acte manqué? Si je dois choisir un moment, je pense que ce serait les championnats d'Europe en Allemagne en 2003, où j'étais pas du tout favori parce que j'étais très jeune encore et j'avais 20 ans et c'était mes premiers championnats seniors. Et donc on m'attendait pas là, on a fait une médaille par équipe déjà. C'était déjà on va dire un petit exploit. Donc ça c'était super et j'étais donc en tête du classement individuel avant la finale individuelle du dimanche. Et voilà pour une malheureuse faute pour faire une longue histoire courte, c'était un cheval que j'avais pour une toute petite durée en plus qui était avec moi seulement depuis 2 mois et que je savais qu'il repartirait après ces championnats d'Europe. C'était une décision du propriétaire. Et donc, c'était notre dernier concours, notre dernier parcours ensemble. Et voilà, on a fait une faute. C'est la seule faute qu'on a fait ensemble avec Tepic, le cheval. Et ben, au lieu de finir médaille d'or, on a fini 6e. C'était très serré cette année-là. Et c'est vrai que ça a été, sur le moment, très dur À digérer. à digérer. Et ça m'a poursuivi jusqu'à en faire des cauchemars pendant 20 ans. Quel était l'objectif à l'instant T, justement, lors de ta sélection pour les championnats d'Europe? C'était le chef d'équipe t'avait demandé de viser l'équipe et pas l'individuel? Et t'as transformé cet objectif-là pendant le championnat? Non, pas tellement. C'était la Suisse avait 3 piliers depuis de nombreuses années, qui étaient très compétitifs et c'est eux vraiment qui portaient l'équipe à bout de bras depuis une décennie ou même plus. Et un des 3 piliers avait un cheval qui était un petit peu moins performant que les années précédentes. Et donc voilà, ils avaient le chef d'équipe de l'époque qui m'a toujours donné ma chance, a toujours cru en moi, peut-être avant encore moi-même. Il m'a toujours donné énormément de sélections, de possibilités de me montrer. Et il avait vraiment envie que je fasse partie de l'équipe. Et donc, on avait ce cheval que j'avais pas depuis longtemps, mais il m'a absolument fait confiance. Et moi, je suis vraiment parti avec l'idée comme chaque championnat, de faire du mieux possible. Et je sais qu'on faisait du mieux possible, ça veut dire d'enchaîner les 100 fautes. Et en enchaînant les 100 fautes, on arrive à gagner des médailles. Donc, l'objectif, il était là. Évidemment, pour moi, il a toujours été, dès que je prends part à une compétition, c'est pour essayer de la gagner. Sinon, à ce niveau-là, je parle dans un championnat, en tout cas, sinon, autant ne pas y aller. Donc, je sais pas quel objectif était fixé par les personnes autour de moi. Mais pour moi, c'était clair déjà que c'était les objectifs de médaille. Et je pense qu'il y a des gens qui se sortent très bien sans spécialement en parler, en gardant un peu les choses pour eux et tout ça. C'était ton premier championnat du coup en senior. Comment tu peux expliquer cette faute, ce 4 points qui te relègue en 6e position? Et en fait, c'est peut-être ça le plus dur, c'est que j'arrive pas à l'expliquer. C'est vraiment
un cheval qui était exceptionnel, qui, comme j'ai dit, on avait seulement fait 5 ou 6 concours ensemble, mais qui a vraiment pas fait une seule faute. C'était un obstacle qui était pas spécialement difficile. C'était l'antipénultième obstacle. Et j'ai beau regarder la vidéo, je crois, 150 fois. J'arrive toujours pas à expliquer, c'est vraiment une minuscule faute. On voit même pas le cheval toucher la barre qui tombe. Et c'est peut-être ça qui l'a rendu encore plus difficile à accepter puisque je peux pas l'expliquer. Comment on vit ce moment dans ce contexte? À qui on en parle? Quels ont été les retours? Justement, toi qui as été un peu peut-être impulsif sur cette sortie de piste. On va dire que vraiment, c'est peut-être ça qui me marque plus du côté de la déception, c'est que en fait, j'en ai pas ragé. C'était vraiment de la déception, de la tristesse, j'ai envie de dire, en sortant de piste, parce que je me sentais déjà vraiment privilégié d'avoir pu monter un cheval pareil, d'avoir pu faire partie des meilleurs vraiment jusqu'au bout, alors que personne m'attendait. Tous les gens qui de moi évidemment étaient ravis de la performance. Et du coup, j'en ai pas parlé, je n'ai pas vraiment parlé. Je me souviens de mon père qui m'a consolé et qui m'a dit que c'était le début d'une grande aventure. Et ça m'a fait du bien d'entendre ces mots. Mais malgré tout, vraiment, c'est une déception et c'était vraiment très difficile à l'accepter. Et vraiment, pendant des années, c'est des images qui revenaient assez régulièrement et qui me faisaient toujours autant mal que le jour même. À choisir, tu en parlerais plus maintenant? Euh, c'est tout ce qui est, on va dire, un peu mental et un peu sentiment et tout ça. C'est quelque chose que je pense qui est vraiment très, très personnel. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de parler et je pense qu'il y a des gens qui se sortent très bien sans spécialement en parler, en gardant un peu les choses pour eux et tout ça. Et moi, si je regarde avec du recul, j'ai pas envie de dire que j'aurais spécialement dû en parler plus. Voilà, j'adore ma vie, tout ce qui s'est passé après. Et je vois plus ça comme quelque chose qui m'a aidé à grandir et à avancer. Mais de nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être dans la même situation, n'en auraient pas parlé, pourraient le regretter et devraient en parler. C'est pour ça que c'est difficile et j'ai vraiment pas envie que ça se tourne en espèce de conseil de ce qu'il faudrait faire. Dans mon cas à moi, je regrette pas de pas en avoir parlé plus. Peut-être que ça m'aurait simplifié la vie, peut-être que ça m'aurait simplifié ou amené d'autres choses dans ma vie personnelle, mais que d'un autre côté, ça m'aurait enlevé quelque chose dans ma réussite ou dans ma carrière. Donc, j'aime pas regretter les choix que j'ai pris et je suis content de la tournure que ça a pris plus tard. Donc, j'ai pas de regrets non par rapport à ça. Avec un peu de recul, quel bilan peux-tu dresser, bénéfices et pertes de cette expérience, de cet insuccès? En fait, depuis ce moment-là, même si en soi le championnat a été réussi là, j'ai réussi la plupart de mes championnats. J'ai eu pas mal de succès en championnat, de médailles, de victoires. Et vraiment là, c'est pour ça que la victoire au championnat d'Europe individuel l'année passée était tellement émotionnelle pour moi parce que c'est un peu ce qui a marqué la fin. On va dire que la roue avait fait le tour et je vais enfin capable de passer par-dessous cette déception, de la digérer complètement. Mais voilà, je pense que sûrement inconsciemment, mais parce que c'est pas un parcours auquel je pensais avant un autre championnat, pas plus que d'autres moments de l'année où ces cauchemars pouvaient intervenir, mais que inconsciemment, sûrement, ça m'a rendu plus fort. Cet acte manqué résonne-t-il dans ton fonctionnement aujourd'hui? Quand on en parle comme ça, maintenant, par exemple, je me dis que, voilà, inconsciemment, je pense que oui, mais c'est inconscient. On va faire une deuxième respiration, un deuxième petit moment où on sort du conducteur de cette interview. Tout à l'heure, tu t'es prêté à un mea culpa. Y aurait-il un merci maintenant à adresser que tu n'aurais pas encore adressé? À qui et pourquoi? Non, je pense pas, parce que ça, c'est quelque chose, je sais vraiment la chance que j'ai. J'ai alors, d'un côté, on va dire, professionnel, les gens connaissent plus mon papa qui fait partie, donc, des sports équestres Du aussi, paysage équestre, du ouais. paysage équestre. Ils connaissent moi, ma maman. Tous ceux qui la connaissent vous diront que c'est une personne assez extraordinaire qui m'a donné, je pense, une éducation avec des valeurs et la valeur de garder les pieds sur terre, de savoir d'où on vient et surtout de remercier les gens. Ça fait partie des valeurs primordiales que ma maman m'a transmis et c'est pour ça que de ce côté-là, j'ai aucun regret. J'ai toujours remercié
les chevaux et les gens qui m'ont permis de vivre cette vie de rêve que j'ai la chance de pouvoir vivre. Ça fait partie du partage de la réussite que de remercier les gens? 100%. C'est même souvent, j'ai envie de dire, dans les victoires, les plus beaux moments, c'est ce qu'on peut justement partager et remercier les gens en leur faisant comprendre qu'ils sont une grande part de la victoire. Et au contraire, donc j'ai envie de dire que quand je gagne, j'ai vraiment envie que tous ceux qui sont autour de moi leur sentent Le partage. un partage et une victoire qui leur appartient, mais autant, si ce n'est plus qu'à moi. Je pourrais leur redonner la victoire sans aucun regret. Par contre, dans les défaites, vraiment, du coup, je prends tout pour moi et je veux vraiment que personne pense que c'est de la faute de lui ou d'elle. Et ce qui fait que je souffre encore plus des victoires parce que justement, des défaites, pardon, parce que je le garde pour moi et j'ai l'impression d'avoir déçu ces gens. Quel est ton mode d'emploi aujourd'hui, Steve? Tes habitudes quotidiennes, tes personnes référentes? En fait, je suis quelqu'un d'assez simple dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Je suis pas quelqu'un d'hyper organisé, de penser toujours à qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là ou pour qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ou faire de différemment. Je prends vraiment la vie un peu au jour le jour. J'ai de la chance vraiment. Ça, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça, mais vraiment la chance de pouvoir associer ma passion, mon amour des chevaux, de l'animal, avec en fait ce qui me fait vivre, quoi, que le sport ou l'équitation. Donc ça, je pense que c'est une chance énorme. J'en suis conscient et donc j'ai vraiment l'impression d'être encore un gamin qui est pas encore vraiment dans la vie d'adulte. Et qui est encore à la phase de simplement prendre du plaisir dans la vie sans vraiment penser à ce qui va arriver demain ou après-demain. Donc c'est assez banal, mais je pense aussi, en tout cas pour moi, je le vis comme une chance. C'est vraiment être privilégié de pouvoir associer les deux, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent simplement pour survivre et que moi en fait non, je vis simplement ma vie en faisant seulement ce que j'aime faire. Profiter de l'instant T. Au final, c'est un peu comme un artiste, le quotidien d'un sportif. Il n'y a pas de routine quotidienne. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça change tous les jours et ma vie est adaptée aux besoins et aux envies de mes chevaux. Et c'est ça, c'est vraiment ce plaisir de vivre avec eux qui me rend heureux et qui me comble de bonheur et aussi qui m'aide quand les choses se sont pas bien passées à retrouver la joie et l'envie d'aller de l'avant. Évidemment, j'ai des rêves, mais j'aime pas dire qu'il faut rêver des choses. Ce life plan que tu t'es fixé il y a des années maintenant, reste-t-il le même aujourd'hui? D'ailleurs, faut-il en avoir un plan de vie? Un plan, ouais, je pense qu'il faut se mettre des objectifs. Ça commence par l'envie de faire quelque chose. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on va pas le faire, on va pas bien le faire, c'est sûr. Et je pense que d'avoir une envie, c'est le début de tout. J'aime pas dire, même si évidemment j'ai des rêves, mais j'aime pas dire qu'il faut rêver des choses. Quand on dit je rêve d'aller au jeu, je rêve de faire une médaille, si tu rêves et que tu en as envie, bats-toi et fais tous les efforts. Tu y arriveras ou tu y arriveras pas, mais au moins il y aura pas de regrets. Je dis toujours, pour moi, le plus important dans un championnat, c'est comment j'arrive au championnat. Parce que en fait, je veux simplement pas avoir de vrai. Le sport, il y a toujours beaucoup de surprises, plus souvent des mauvaises surprises que des bonnes surprises. Mais je veux pas influencer sur tout. Je peux pas tout contrôler dans le sport, on va dire, mais je peux simplement, je me dois de moi arriver au meilleur de ma forme, d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour justement ne pas avoir de regrets si les choses se passent mal, de dire j'ai pas fait assez ça, j'aurais dû faire un peu plus comme ça. Et le fait de si jamais les choses se passent pas bien, de pas pouvoir regretter, de pas avoir donné 110 ou 120% de ce que je pouvais donner. Quand tu parles de la notion de rêve, c'est parce que tu considères cette notion un peu inatteignable, c'est pour ça que tu veux pas en parler? Ouais, si on en rêve, c'est un objectif plus. Les choses n'arrivent pas, je pense que rien n'arrive, rien n'est donné dans la vie, que ce soit dans le sport ou même le succès, que ce soit dans une entreprise ou dans quoi que ce soit.
il faut se battre pour les choses. On peut pas simplement attendre que les choses arrivent et rêver. Je trouve que ça fait un peu, j'espère que ça va arriver. Si t'espères, autant de tout donner et te battre pour justement influencer la chance et tout ce qui va avec pour qu'un jour les choses se réalisent et se transforment de rêve en réalité. Il y a un moment dans ta vie que tu t'es fixé pour faire un bilan justement sur ce que tu as vécu autant pro que perso. Le jour où j'arrête. Donc on se donne rendez-vous le jour où tu arrêtes ta carrière sportive pour faire un bilan. Je promets, je sais même pas où sont mes médailles. Je me demande maintenant où est ma médaille d'or olympique, je sais pas. À un moment, j'avais reçu une fois un petit nounours que j'étais gamin et je savais pas où mettre une médaille. Je l'ai mis autour du cou de son nounours. Il est vite devenu un peu lourd. Il y avait plus assez de place. Je ne sais pas où elle est. Je sais qu'elle est à la maison, mais je ne sais pas où elle est. Je sais pas dans quel tiroir, dans quel endroit. Et un jour, je les afficherai, mais ce sera la fin de ma carrière. La comptabilité. J'aime regarder de l'avant, j'aime continuer, j'aime pas me retourner sur ce qui s'est passé et voilà. Je pense qu'on peut vite perdre un peu la réalité des choses si on regarde trop en arrière. Et j'ai l'impression d'avoir justement tellement bénéficié de moments qui sur le moment je comprenais pas et qui étaient bénéfiques. Je voyais tout noir, mais en fait je me rends compte que c'est ça qui m'a permis d'avancer plus tard. T'as construit. D'un autre côté, j'ai pas envie de me reposer sur ce que j'ai acquis avant et je pense que ça pourrait me faire plus de mal que de bien d'un côté sportif. On arrive bientôt en fin de ce podcast. Quel est ton plaisir qui te donne le smile? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors évidemment, ma fille et ma femme, quand je les vois, c'est que du bonheur, donc ça c'est extraordinaire. Et ma fille, elle a 3 ans, ma femme, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et j'étais déjà heureux, on va dire avant, donc ce qui m'a suivi toute ma vie, en tout cas la plus grande partie de ma vie, et qui m'a à chaque fois donné le sourire, c'est vraiment de me retrouver avec les choix. Et quelle serait la morale de cet épisode selon toi, selon le retour sur cet acte manqué que tu as marqué là, s'il y avait une morale à en tirer? C'est quelque chose qu'on m'avait appris assez tôt dans ma carrière, d'un ami, mais d'un pote, et il m'avait dit mais je regardais une vidéo, il m'a dit ça arrête de regarder cette vidéo, t'as super bien monté. Je me suis dit faut regarder tes mauvaises vidéos. Parce qu'avant, évidemment, on a tout de suite les vidéos, on peut regarder en live pratiquement tous nos concours et tout. Avant, il fallait aller dans un stand où ils vendaient les vidéos et on achetait sa vidéo et on pouvait la regarder à la maison et tout. Et il m'a dit n'achète pas les bons parcours, achète les mauvais parce que c'est ceux-là qui te font avancer et c'est de ceux-là que tu apprends. Et c'est toujours resté et c'est vrai que c'est comme ça que j'essaie de continuer d'avancer, de continuer de progresser. Merci beaucoup, Steve Garda. Merci. J'espère que cet échange t'apportera de quoi grandir et t'affirmer un peu plus. Chaque acte manqué doit nous nourrir. Merci encore à mon invité de nous avoir livré son histoire. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Je t'invite aussi à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Que ce soit pour un retour ou pour me suggérer de nouveaux invités, contacte-moi en tapant Mathieu Cotigno sur LinkedIn. À très vite dans À nos actes manqués.